Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Isabelle Kremer qui va explorer avec vous les modèles opérationnels qu'elle a testés chez Datadog et elle va les illustrer avec des exemples. Isabelle, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des modèles opérationnels que nous avons testés chez Datadog pour améliorer la collaboration entre les équipes sécurité internes dont je fais partie et les équipes tierces. Donc, vous n'allez rien apprendre sur ce slide. Le DevOps, c'est you build it, you run it. C'est le cœur de cette philosophie d'avoir un groupe homogène qui va build, opérer les services. Et plus que le build et le run, on veut aussi que la sécurité soit partie prenante du process. Donc, à chacune des étapes, ça fasse partie des questions que vont se poser les développeurs ou les ops sur les services qu'ils délivrent. Mais ça, c'est une vision un petit peu idéale, et parfois, il est difficile que la sécurité soit vraiment intégrée dans toutes les étapes du process. En réalité, il peut arriver que sur certaines problématiques qui sont peut-être un peu pointues ou à des moments de la roadmap où la roadmap est assez chargée, il peut arriver que les équipes tierces aient du mal à intégrer tous les besoins de sécurité à ce moment-là. Et donc, pour passer le cap sur ces moments clés dans les projets où on a des besoins de sécurité qui sont plus forts ou qui sont plus difficiles à prendre en compte par les équipes, on a mis en place des partenariats entre la sécurité et les équipes tierces, en particulier avec les équipes plateformes, puisque dans la logique du shift down, ça va être là où on va avoir le plus d'impact. On veut s'intégrer dans les produits qui vont être utilisés largement par des groupes d'utilisateurs en interne, de telle sorte que l'effet sécurité va pouvoir être démultiplié. Ce partenariat, il va se structurer autour de 4 grandes phases qui sont en fait assez classiques. Donc on va commencer par identifier quel est le besoin auquel on veut répondre en termes de sécurité, quel est le périmètre, est-ce qu'on est vraiment sûr sur la base de données chiffrées que c'est un problème qui est suffisamment volumique, suffisamment gros pour qu'on veuille vraiment l'adresser lors de ce projet. Et une fois qu'on est d'accord sur exactement ce qu'on veut faire et dans quel périmètre, on va commencer à réaliser. Donc la réalisation, c'est à la fois écrire du code qui va être poussé en prod pour servir ce besoin de sécurité, et ça va être aussi donc, la phase en amont de préparation pour le code, tout ce qui va être autour du design. Puis vient la conduite du changement. Donc une fois que l'amélioration est poussée en prod, en général, elle n'est pas utilisée directement parce qu'il faut adapter les services, les configurations, les pratiques pour pouvoir prendre en compte ces nouvelles features. Donc ça, c'est une étape où on est très proactif, on veut faire changer les pratiques, on va aussi faire le SAV par rapport à toutes les problématiques qui nous remontent du terrain, par rapport aux équipes qui nous expliquent quels sont les points de friction que notre solution amène pour avoir quelque chose qui soit vraiment le plus smooth possible pour tout le monde. Enfin, après cette étape qui demande beaucoup de coordination avec les équipes avec lesquelles on interagit sur le terrain, les équipes qui sont finalement clientes de notre service, on passe dans un mode plus calme, donc le run, le maintien en condition opérationnelle, où on s'assure que la solution continue de vivre sa vie, que lorsqu'il y a un incident de reliability, elle remonte, etc., etc. Mais c'est une étape qui est du coup moins demandante en termes d'interaction avec les différentes équipes. Sur ce modèle de partenariat, la sécurité, donc les équipes sécurité internes, se portent en lead sur l'identification de besoins, la réalisation et la conduite du changement. Bien entendu, on n'est pas seul, on est accompagné par les équipes plateformes qui connaissent le mieux l'outil qu'on est en train d'améliorer. On est également supporté par les équipes de project managers qui ont toute la logistique, tous les moyens qui sont nécessaires pour atteindre toutes les équipes, onboarder dans nos nouveaux process, faire le suivi, les relances, avoir les KPI, etc. Et le run revient à l'équipe plateforme avec le support de la sécurité qui s'assure, lorsqu'il y a une question spécifique à trancher sur la manière de faire évoluer la solution existante, qu'on prend bien en compte les bons paramètres. Donc, en quoi est-ce que c'est vraiment nouveau par rapport aux partenariats existants qu'on a sur les équipes sécurité avec les équipes plateformes? Vraiment, les 2 points qui sont un peu uniques dans cette approche sont ceux qu'on met en avant ici. Donc, en premier, la réalisation, c'est-à-dire que le code va être implémenté par un ingénieur sécurité dans une code base qui n'est pas ownée par l'équipe sécurité. Donc, typiquement, on va avoir du code qui appartient à l'équipe d'infra ou l'équipe plateforme qu'on va accompagner et dans lequel on va faire des contributions dans une approche qui est très hands-on.
C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'intervention de la sécurité, elle va finalement être ponctuelle sur ces 3 premières phases. Et lors du run, le système qui a toujours été honné par l'équipe qu'on épaule revient vraiment dans le giron de cette équipe-là une fois qu'on a adopté les changements qu'on voulait pousser. Donc on a une espèce de mouvement de balancier entre la sécurité qui va intervenir de manière ponctuelle pour adresser un besoin, puis cette solution sécurité qui va enrichir le code de base, va revenir dans le giron de l'équipe plateforme. On va prendre un cas concret pour voir un petit peu comment ça se décline sur un exemple technique. Donc, chez Datadog, nos services tournent sur Cube, et donc on a certains services qui vont traiter un input des logs. Ces logs peuvent avoir des informations sensibles, et le service fait un certain nombre de traitements, puis passe les plats. Si des informations sensibles sont présentes dans les inputs, ils se retrouvent dans les outputs. Et donc, on a un système de sanitisation qui nous permet de rédacter ces informations sensibles qui pourraient sinon fuir, leak. Le problème se pose si on a un opérateur qui est capable d'aller lire les logs directement dans le pod, puisque à ce moment-là, les informations n'ont pas encore été rédactées. Et donc, on lance un projet pour s'assurer qu'on peut restreindre l'accès aux logs dans Cube sans avoir d'effet négatif qui empêcherait les opérationnels, les développeurs de débugger correctement les services qu'ils possèdent. Donc on part d'un diagnostic data-driven. Est-ce que ça arrive suffisamment souvent pour que ce soit un sujet sur lequel on veut travailler? Et on répond que oui. Quels sont les pods qui ont le plus de chances de loguer des secrets? Et on fait des statistiques pour trouver quels sont ceux qu'il va falloir viser en premier. Et quels sont les patterns d'accès qu'on voit aujourd'hui? Donc ça, on peut le déduire à partir de nos logs d'audit Cube qui nous permettent de savoir comment ces logs sont utilisés par les équipes opérationnelles. Ce diagnostic, donc, il est mené par l'équipe sécurité. Et on se rend compte, sur la base des modèles d'accès ou sur la base des accès constatés dans les logs, que ces opérations sont permises à un grand nombre d'ingénieurs, un groupe assez large, et donc ces opérations de lecture de logs sont finalement en manque de segmentation. Par contre, on sait aussi qu'on a des droits qui sont beaucoup plus fins sur les permissions en écriture, parce que forcément, c'est un enjeu de sécurité qui est beaucoup plus fort et qui a été adressé beaucoup plus amont du projet. Donc les équipes ont des accès en écriture qui sont spécifiques au projet, aux services qu'elles opèrent. Et donc, on se demande si on peut réutiliser ce modèle avec des permissions fines, scopées au namespace, également pour la lecture des logs. Parce que faire ça, ça nous permet de réutiliser des paradigmes que les équipes connaissent. Donc, elles ne seront pas perdues pour pouvoir débugger pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Et ça nous permet aussi, nous, de réutiliser un outillage qui existe déjà pour créer de manière dynamique des binding RBAC dans les clusters Cube. Donc, techniquement, ça consiste à aller modifier le code de contrôleur Cube dans Kubernetes. Ok, donc cette idée de réutiliser les modèles de permission par namespace, elle est validée par les données historiques. On voit que ce sont effectivement les opérateurs qui ownent les services qui accèdent aux logs de ces services. Il n'y a pas vraiment de surprise, on valide ça avec de la donnée. Et on part avec cette proposition auprès de l'équipe plateforme pour voir comment est-ce qu'on peut co-implémenter cette solution. La sécurité propose un ingé pour co-implémenter, et je peux vous en parler puisque cet ingé, c'était moi. Donc on part d'une situation de départ avec des droits qui sont larges, et on va arriver à une situation d'arrivée en bas à droite où les droits sont beaucoup plus fins. Mais pour éviter une approche de type Big Bang où potentiellement on pourrait avoir des effets de bord non maîtrisés qui pourraient se manifester sur cette solution, on va passer par une étape intermédiaire où les droits larges et les droits fins vont coexister. Et petit à petit, on va supprimer les droits larges pour pouvoir repérer le plus tôt possible si on a des effets de bord ou si on a des blocages techniques pour certaines équipes. Et de cette manière-là, on les adresse avant une généralisation à tous, de telle sorte que les frictions soient vraiment minimales. Donc on va réaliser la sécurité, va réaliser le POC, mais également le code qui va ensuite tourner en production. On va monitorer que ce code-là reste bien toujours actif, donc on s'assure qu'il n'y a pas de régression. Et on va faire aussi tout le service après-vente auprès des utilisateurs qui sont potentiellement impactés pour s'assurer qu'ils sont bien en phase avec les nouvelles manières de procéder. L'équipe plateforme, elle reste en support, donc elle est présente, mais c'est plutôt pour relire le code, expliquer la manière dont ça fonctionnait jusqu'à présent, partager les pratiques de déploiement, et de manière générale, c'est pour s'assurer que la qualité de la solution qui est en cours de design et d'implémentation et de réalisation est aussi bonne que la qualité qui est attendue habituellement de toutes les évolutions faites sur cette plateforme.
La sécurité donc, continue de leader ce projet. On va déployer graduellement ces changements. Donc le changement qui est le plus à risque, c'est celui où on enlève les droits larges, puisqu'on va plus pouvoir, on ne va plus pouvoir que s'appuyer sur les droits fins qu'on a donnés. Donc ce planning de déploiement, il est co-construit avec les équipes plateformes et on pourrait même déléguer à des équipes locales, si on avait des logiques de BU régionales par exemple, le rollout de cette fonctionnalité de sécurité. Une fois que la couverture de notre parc est réalisée, on va s'assurer aussi qu'on a bien tout ce qu'il faut en termes de monitoring des régressions, donc s'assurer que les bindings larges ne reviennent pas d'une manière ou d'une autre dans notre environnement, et écrire des runbooks d'incidents, donc qu'est-ce qu'on fait si jamais ça arrive, qui faut-il contacter, comment est-ce qu'on fait un rollback. Une fois toute cette partie Ops formalisée, on la fait relire, on en discute avec les équipes plateformes et on transfère le run à l'équipe plateforme à l'issue du projet afin qu'ils reprennent la main sur le sujet. Donc le résultat, c'est qu'on a réussi à couvrir l'ensemble de notre infrastructure avec des droits qui étaient plus fins, sans créer d'incidents, avec des déploiements graduels. On a fini par transférer le run à l'équipe plateforme pour qu'elle s'approprie vraiment cette solution au maximum. Et ça crée une amorce pour de nouveaux projets, puisqu'on a dans notre portfolio la démonstration qu'on sait s'adapter à des équipes tierces, on sait s'intégrer dans des codebases qui sont nouvelles pour nous, que nous ne possédons pas, on sait créer de l'empathie, on sait collaborer à grande échelle. Et ça, effectivement, ça crée un effet vertueux, un effet boule de neige. Donc, on a d'autres collaborations à notre actif, côté sécurité, où on a collaboré avec d'autres équipes. Donc, l'exemple précédent, c'était plutôt sur la partie infrastructure Kubernetes, mais on a également collaboré avec le produit, donc le produit Datadog que vous achetez. Dans la partie sécurité, certaines fonctionnalités internes ont été rétrofit vers le produit pour pouvoir partager l'expertise que nous, on a développée sur ces détections-là, que ce soit une expertise sécurité ou une expertise opérationnelle sur la manière de traiter les détections. On a aussi des exemples de collaboration avec des équipes, notamment autour du hardening des systèmes de CI/CD. Donc, ça, c'est sur un certain nombre de sujets. Donc, par exemple, avoir des politiques d'autorisation qui sont plus strictes, mieux scopées. Avoir des services qui permettent dans la CI d'avoir des secrets éphémères. Si on n'a pas de secrets éphémères, avoir une meilleure ségrégation des accès à ces secrets. Et donc, dans tous ces exemples-là, ce que nous, on propose sécurité interne, ça va être une vision. Donc, on explique où on veut aller en termes de sécurité et quels risques ça couvre. Mais on propose aussi une aide à la réalisation technique. Et quand je dis une aide, en fait, c'est un peu plus que ça, puisqu'on va réaliser nous-mêmes et opérer nous-mêmes une partie des services qui vont faire partie de ces solutions. Un point que je trouve particulièrement intéressant, c'est que cette approche va nous permettre d'adresser des problématiques transverses qui pourraient être mal adressées dans les paradigmes habituels, standards. Donc on a tendance à tous connaître la loi de Conway, c'est-à-dire que les systèmes reflètent vraiment les structures organisationnelles des entreprises. Et donc si les systèmes sont menés par des équipes différentes, si ces équipes n'ont pas forcément une compréhension complète de ce qui est fait par les systèmes d'autres équipes, on va avoir des manques dans la manière dont les solutions, en particulier les solutions de sécurité, sont implémentées. Donc, typiquement, on peut avoir des systèmes en cascade qui s'appellent, le système A qui appelle le système B qui appelle le système C. On peut avoir le premier système qui est convaincu que les checks de sécurité seront faits plus loin dans la chaîne, le deuxième système qui est convaincu que les checks ont déjà été faits auparavant, et peut-être que le troisième système sait qu'aucun des checks de sécurité n'a été fait, mais déplore de ne pas avoir les informations de sécurité pour faire ces checks-là. Et donc on se retrouve dans des situations où tout le monde est de bonne composition, mais finalement on n'a pas forcément une approche très cohérente ou très homogène de la manière dont on veut implémenter un mécanisme de sécurité. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que la sécurité soit l'interlocuteur privilégié des équipes sur les systèmes complexes, sur les problématiques transverses, et qu'on own une approche end-to-end qui va nous permettre d'avoir une cohérence qui pourrait manquer sinon. C'est un modèle qui va donc nous apporter beaucoup d'impact, puisqu'on va réaliser au lieu de seulement prescrire, et on va réaliser y compris sur des problématiques qui sont cross-organisation, qui sont transverses et qui sont complexes. C'est un modèle qui va nous permettre et qui nous a permis d'amener plus d'empathie. Donc la sécurité comprend mieux quelles sont les problématiques opérationnelles ou le quotidien des équipes qu'on épaule. Et les équipes tierces comprennent mieux quelles sont aussi les problématiques que nous, sécurité, on doit prendre en compte. Et lorsqu'ils voient des problèmes de sécurité ou des questions qui se posent dans les designs et dans la manière d'opérer les services, ils ont déjà des interlocuteurs qu'ils connaissent, avec qui ils ont créé une relation de confiance et vers lesquels ils peuvent se retourner de manière proactive.
Et enfin, ça nous permet d'avoir un effet boule de neige, ça nous permet de démontrer petit à petit, avec un portfolio qui est de plus en plus étoffé, qu'on a la capacité d'aller adresser des sujets complexes. Et donc, on a des équipes qui vont être beaucoup plus à même, beaucoup plus inclines à nous laisser travailler avec elles. Mais parfois, c'est aussi compliqué. Donc, il y a plusieurs points d'attention qu'on a relevés dans cette approche-là. Le premier, c'est que ça peut créer un réflexe que la sécurité sera réalisée par la sécurité dans une deuxième phase et n'a plus besoin d'être intégrée aux différents process qui gouvernent l'entreprise. Et ça, du coup, effectivement, ce serait vraiment un anti-pattern. Donc on est très clair sur le cadre, ce n'est pas du tout une démarche qu'on souhaite généraliser à tous les sujets de manière générale, c'est vraiment plutôt une démarche qui est ponctuelle sur certains besoins de sécurité qui sont des besoins forts, à forte valeur ajoutée, peut-être sur lesquels il y a une criticité en termes d'implémentation, il faut que ça arrive avant une certaine deadline, et donc sur des sujets qui sont aussi complexes ou aussi forts, on va prêter main forte aux équipes qui implémentent. Ça veut dire aussi qu'on a des besoins de formation qui sont très spécifiques pour les ingénieurs sécurité. Donc on va avoir besoin d'ingénieurs qui ont une double compétence. Ils doivent à la fois très bien comprendre quels sont les paradigmes sécurité auxquels il faut souscrire, mais aussi très bien comprendre comment fonctionne l'engineering et être capable de délivrer des designs, du code et de comprendre les requirements opérationnels des solutions qui font partie de notre boîte à outils. Et il faut organiser cette montée en compétences en étant sûr que les équipes sécurité savent comment fonctionnent les systèmes internes. Et ça demande enfin que les équipes accueillantes soient prêtes à passer du temps, à montrer un peu comment fonctionnent les systèmes aux équipes sécurité. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un besoin d'intégrer la sécurité plutôt dans les itérations produits pour que la sécurité soit vraiment bien prise en compte dans chacune des features et que la sécurité soit vue comme un partenaire et pas comme un gendarme. Et ça, on a vu dans notre expérience que c'était plus simple si on avait dans nos équipes des ingénieurs, des managers qui viennent des domaines qu'on souhaite accompagner. Donc des gens qui étaient peut-être côté ingénierie et qui basculent côté sécurité, mais qui ont déjà une connaissance fine des systèmes qu'on veut sécuriser, qui ont déjà tout un écosystème de relations dans ces domaines-là. Et donc à ce moment-là, ça va être beaucoup plus simple de faire rayonner la connaissance sécurité dans ces cercles-là. Enfin, le dernier point, c'est que transférer le run résiduel, c'est vraiment une condition pour qu'on puisse continuer d'adresser des nouveaux projets. Donc c'est un peu contraire à l'idée de you build it, you run it, mais les équipes sécurité ne sont pas sizées pour faire le run de l'ensemble de toutes les solutions sécurité qui sont incluses dans l'ensemble de tous les projets d'une entreprise. On peut aider ponctuellement sur un sujet, mais on ne peut pas faire le run une fois la conduite du changement passé de ces sujets-là. Et donc c'est ça qui va nous permettre de continuer d'innover. Finalement, si on doit conclure, on a introduit des nouveaux mécanismes de sécurité via les projets dont celui que je vous ai présenté sans ralentir les équipes. Mais si on prend un peu de recul, c'est surtout comment casser les silos qui nous ont inspirés dans cette expérience, comment mieux adresser des problématiques transverses end-to-end. Et le dernier point, c'est que ce n'est que par l'expérimentation qu'on peut trouver exactement quels sont les modèles qui fonctionnent dans les entreprises dans lesquelles on est. Chacune a un peu sa propre culture et sa propre manière de faire avancer les sujets. Si vous avez des retours d'expérience, on serait heureux de les prendre, et si vous avez des questions aussi. Merci Isabelle pour cette présentation. Alors, j'ai quelques questions pour toi. La première, les équipes acceptent bien que l'équipe sécurité vienne modifier leur code base. N'y a-t-il pas parfois une défiance ou un rejet de cette aide imposée ? Tout à fait. Des fois, c'est difficile et ça ne marche pas à tous les coups. Par contre, il faut être très ouvert du coup avec la discussion avec ces équipes-là. Donc, si on a un besoin qui est fort, il faut qu'elles soient en mesure de l'adresser de manière autonome si elles ne veulent pas de notre aide. Et après, nous, on peut venir avec aussi un portfolio de preuves qui montre qu'on est à même de pouvoir les aider sur les problématiques qu'elles présentent. Donc, ce n'est pas tout le temps gagné, mais on a un certain nombre de wins qui nous permettent de dire qu'il y a un certain nombre de fois où ça peut marcher et où il y a un effet positif à terme. Merci. Comment systématiser l'assurance de non-régression ou comment avoir l'approbation des équipes plateformes plutôt que la Sécu a encore tout cassé ? Donc pour s'assurer qu'on n'a pas de régression, nous, notre outil qu'on utilise tout le temps, partout, c'est l'observabilité. Forcément, Datadog, on est une entreprise d'observabilité. Et donc, pouvoir monitorer finement ce qui se passe à chacune des étapes, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir beaucoup de confiance sur la manière dont on va pousser les changes et l'impact qu'ils ont sur les systèmes et les ingénieurs qui les utilisent.
Et donc, ça nous permet de voir très tôt dans le process si on a des problèmes qu'on n'avait pas forcément identifiés pour les corriger avant que la Sécu ait tout cassé à l'échelle. Comme ça, on casse tout sur un petit bout, on répare, et après, une fois que ça marche, on déploie partout. Parfait. Dernière question. Quelle est la prochaine étape? Cela peut très bien fonctionner entre petites équipes, mais est-ce que ça pourrait fonctionner à l'échelle? On essaye de voir comment le généraliser, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de le faire fonctionner à l'échelle, ne serait-ce que parce que ça demande beaucoup de manpower, en particulier côté sécurité, et sur des profils qui sont très spécifiques, donc avec une double compétence. Donc on regarde comment déléguer certains de ces projets-là dans les équipes avec lesquelles on travaille, ou avoir des logiques peut-être un peu plus pas en waterfall, mais en délégation, c'est ça, où on va pouvoir commencer à montrer quel est le chemin à suivre et ensuite avoir des implémentations qui seraient peut-être déléguées à des équipes tierces. Merci Isabelle, merci pour ta présentation. On peut l'applaudir encore. Merci. Est-ce que ça va tout